Chers artistes africains, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les IA ne savent tout simplement pas nous représenter. C'est-à-dire qu'il n'y aura que nous pour faire le sale boulot. Yo, la troupe s'émotive et oui, j'ai vu tout comme vous la tempête médiatique qui s'est abattue sur le vaste monde d'Internet depuis qu'il y a eu la mise à jour de ChatGPT qui lui permet donc de générer des images et surtout de générer des images dans un style particulier. On a le style Pixar Disney, on a le style en stop motion, le style en manga des années 90 plus classique et surtout le style qui a envahi ce grand sommet de la créativité, le génie et la sagesse humaine, Twitter, le style de Ghibli et plus précisément le style de Miyazaki. Enfin, le style de Miyazaki à un moment donné en réalité. Mais bon, le style le plus reconnaissable de Ghibli. Donc on a eu des tonnes de gens qui ont généré des tonnes d'images, que ce soit des mèmes, des photos de souvenirs, des portraits en version Ghibli. Ça a envahi Twitter. Et du coup, ça a relancé les bons vieux sujets par rapport à l'IA, l'intelligence artificielle et à l'art. Déjà la question du vol, le vol de propriété. Mais ensuite, la question plus pressante, plus problématique aussi pour les artistes, de est-ce que les IA vont les remplacer ou est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art, bref, toutes les questions que vous connaissez classiques autour des IA, et elles sont tout à fait légitimes et il faut se les poser. Et je pense que j'en ferai des vidéos, notamment sur... Parce qu'en fait, l'IA pose une question plus pressante de... En fait, l'art, ça sert à quoi au final? Est-ce qu'on peut résumer l'art à son résultat, oui ou non? Qu'est-ce que ça impliquera? C'est très intéressant. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est pas ça qui va m'intéresser aujourd'hui parce que en ayant une conversation avec Akira Junior, donc un des auteurs de Tama, on travaillait, on bossait sur Tama comme ça, on était en appel, et on en est venu à parler un petit peu des IA et notamment du compte Twitter de la CAN d'Afrique, qui avait mis comme ça des images de Djibouti avec des moments mythiques du football africain, de la CAN. Et j'avais dit comme ça à Akira que ouais, moi ça m'inspirait de faire un manga de foot et tout sur la CAN. D'ailleurs, c'est une très bonne idée, qu'est-ce que vous en pensez? De faire un manga de foot, mais un vrai manga de foot vénère là, en se basant sur la mythologie de la Coupe d'Afrique des Nations ou du football africain en général. Ça aurait pu être cool. Mais bon, on discutait comme ça et d'un coup on a eu une illumination. Quelque chose qui peut paraître assez bête, dit comme ça. Quelque chose qui peut paraître même, je dirais, assez évident. Mais quand il pense, ça implique beaucoup. Et je trouve que c'est très fort de sens. On s'est dit, ouais, mais en fait, l'IA n'arrive pas à dessiner des noirs. Enfin, arrive moins bien à dessiner des noirs. Et l'IA n'a aucune idée. Ou, quand je dis aucune, très peu d'idées. En tout cas, les résultats sont beaucoup moins bons quand il s'agit de représenter l'Afrique. Et les Africains. Alors, si vous comparez, si vous demandez à ChatGPT de vous générer une image de Yaoundé ou de Douala, euh, voilà, on a des exemples. Je vais essayer de vous mettre des exemples là, par exemple, de bande dessinée et tout. On est très très loin du niveau qu'elle peut afficher si on vous lui demandait d'afficher, par exemple, de générer New York ou Paris ou Berlin ou Londres. Et pareil pour les personnages noirs, étant donné que c'était le style de Ghibli et que Miyazaki a dessiné pas énormément de noirs en vrai, eh ben, les traits des noirs sont un petit peu moins bien représentés, à part pour des personnalités plus connues comme Didier Drogba ou Samuel Eto'o. Bah, les personnages noirs sont un petit peu moins bien représentés, ce qui fait que s'ils n'avaient pas leur couleur, bah, on n'aurait pas pu deviner qu'ils étaient noirs, quoi. Et donc là, on se disait, c'est marrant, c'est que même le robot, en fait, a du mal à représenter l'Afrique, a du mal à représenter les Africains, a du mal... Et s'il a du mal à représenter, à générer des images de ça, elle va aussi avoir du mal à générer des histoires qui sont totalement en lien avec, par exemple, les réalités des Africains, les réalités de certaines régions en Afrique, les réalités du quotidien. Et juste après, en plus, je lui ai envoyé une petite bande dessinée je lui ai envoyé une bande dessinée qu'une personne, donc africaine, camerounaise, je pense, a essayé de générer d'une petite histoire qui se déroule à Yaoundé. Bon, on voit que voilà, le niveau est exécrable. Et on se disait, mais ouais, c'est marrant ça. Et en fait, c'est logique. Quand on y pense, c'est logique. Parce que les IA, que ce soit l'IA génératif ou même d'autres algorithmes, pour se renforcer, pour apprendre, essentiellement, elles se basent sur une quantité astronomique de données, sur une base de données gigantesque.
Par exemple, un algorithme de reconnaissance faciale comme ceux de Apple, bah, ils se sont basés sur des milliards et des milliards et des milliards de photos, de scans 3D, de têtes humaines, etc. Et pareil, quand vous faites une requête à ChatGPT, il va piocher dans tous les sites existants pour vous fournir une réponse valable. Donc en fait, l'IA est tributaire de la base de données que vous lui donnez. Là où l'IA elle est forte, c'est de reconnaître des motifs récurrents dans cette base de données-là. Et plus la base de données est grande, plus l'humain a du mal à trouver tous les motifs récurrents, alors que l'IA excelle dans ça. Et c'est en cela qu'elle est beaucoup plus puissante que nous. C'est-à-dire que plus il y a de données, plus elle est forte, alors que nous, plus il y a de données, plus c'est compliqué pour nous, plus on est perdu, plus on est tenté de réduire un petit peu toutes les informations. Alors que l'IA, c'est proprement le contraire. Plus il y a de données, d'informations centralisées, plus elle peut apprendre, plus elle se renforce, plus elle repère les motifs récurrents, donc plus elle peut être fine et sortir de meilleurs résultats. Et déjà à l'époque, il y avait des polémiques sur les premiers algorithmes de reconnaissance faciale aux États-Unis. Les algorithmes avaient du mal à repérer les femmes noires. Et ça s'expliquait juste par le fait qu'il y avait moins de photos de femmes noires. Genre, il y avait 2 fois plus de photos du président des États-Unis à ce moment-là. Je sais plus c'était lequel. 2 ou 4 fois plus que de femmes noires. C'est-à-dire que l'algorithme faisait plus de fautes à ce niveau-là. Mais tout simplement parce qu'il avait moins de données à ce niveau-là. Après, les fautes, c'était de l'ordre du minime. Hein. C'était pas des fautes grossières, mais c'était de l'ordre du minime. Et moi, personnellement, j'ai eu cette expérience aussi. Parce que figurez-vous que je pense que c'était l'iPhone 10 à l'époque, ouais, que mon père avait acheté. Et ben, figurez-vous que l'iPhone 10, le Face ID, dans les premières semaines, me confondait avec mon père. Vraiment, me confondait avec mon père. Alors que, bon, à part un teint de peau qui peut s'apparenter, on se ressemble pas vraiment. Et on se ressemblait encore moins parce que j'avais un visage beaucoup plus juvénile, etc. Mais le Face ID ne nous reconnaissait pas. Tout simplement parce que je pense qu'il a été moins entraîné sur des personnes noires, fatalement, que sur des personnes blanches. Il y a peut-être eu moins de données à ce niveau-là. Donc c'est pas que l'IA est raciste, c'est juste il n'y a pas de données, il y a moins de données. Et du coup, quand on dit ça, c'est là où on se rend compte d'un truc qui est fou quand on y pense. C'est qu'en Afrique, on a très peu de données. On a très peu de data, on a très peu de trucs documentés. Et encore moins de trucs documentés et mis sur Internet. Il y a très peu de choses comme ça. C'est pour ça que si vous essayez de générer des images de villes en Afrique, qui ne sont pas forcément des capitales, et même les capitales, hein, mais encore pire les villes qui ne sont pas forcément les capitales ou les 2 villes les plus connues du pays, ben vous n'allez rien trouver. Vous allez trouver quelque chose d'extrêmement approximatif, avec plein d'erreurs. Vous allez trouver vraiment peu de choses. Ou un résultat, on va dire, très médiocre. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas de data. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup fait défaut en Afrique, notamment pour le système de santé, notamment pour l'économie. Le fait qu'on ne puisse pas tout tracer, qu'on ne puisse pas tout avoir, on ne puisse pas tout centraliser, ça veut dire on pouvait moins essayer d'améliorer les choses. Parce que voilà, ce qu'on peut centraliser, ce qu'on peut mesurer, on peut l'améliorer. Ça, c'est sûr. Mais là, est-ce que ça ne nous conférerait pas, dit comme ça, un avantage du coup, d'un point de vue de l'art, d'un point de vue, ouais, de l'art. Là maintenant, à l'aube d'une ère de technocratie, est-ce que le fait justement que nos histoires soient très difficilement trouvables, que notre héritage même culturel, artistique et narratif soit très difficilement retrouvable et exploitable par l'IA, est-ce que ça ne nous donnerait pas un avantage de fou en fait? C'est la question que je me suis posée. C'est la question qu'on s'est posée du coup avec Akira Junior. Et en vrai, j'aimerais vous la partager. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, comme tout artiste qui a un jour essayé de faire un manga en Afrique, et surtout, si cette personne-là ne vivait pas en Afrique, il sait à quel point c'est très très compliqué de juste représenter sa ville ou une ville. Genre, c'est très 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 compliqué. Il faut aller soi-même faire les photos, il faut aller soi-même faire les vidéos, il faut aller soi-même faire faire voilà toutes les références parce qu'il n'y a pas de références sur Internet. Ça, tout artiste le sait.
Et là, on parle que de villes africaines modernes. Donc, à la limite, surtout ceux qui ont vécu ou ceux qui vivent actuellement sur le continent africain, ils peuvent imaginer parce qu'ils ont vu des contextes similaires dans la vraie vie des millions de fois avec des millions de points de vue. Mais déjà, pour les artistes africains qui ne sont pas sur le continent mais dans la diaspora, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors, pour les non-africains, n'en parlons même pas, et pour l'IA, voilà, c'est beaucoup trop compliqué. Mais est-ce que ce serait pas un avantage du coup maintenant? Parce que ce constat-là, cette observation, on peut l'élargir à notre histoire précoloniale, à nos différentes cultures, à la signification, au symbolisme de nos différentes formes d'art, comme les masques, les tissus, etc. Aux différentes histoires aussi que nos papas, nos oncles, nos grands-mères nous racontaient quand Eneo avait coupé la lumière, une bougie sur la table en train de jouer au ludo. Toutes ces histoires qui sont mi-vraies, mi-fausses, qui sont un petit peu romantisées, mais qui faisaient en fait le charme de ces histoires-là. C'est vrai qu'elles ne sont pas documentées, elles ne sont pas numérisées, elles ne sont pas centralisées, mais elles vivent comme ça dans un espace où l'IA ne peut pas les capturer. Et il n'y a que nous en tant qu'artistes qui pouvons capturer tout ça et le réinvestir dans de nouvelles histoires et le réinvestir dans de nouvelles formes d'art modernes ou de nouvelles formes de narration moderne qui parleront au plus grand nombre. Et là, je me rends compte que ce qui était une difficulté, en tout cas ce que moi je percevais comme une difficulté, on va dire pas injuste, mais on va dire très contraignante, qui était de raconter des histoires avec des dessins et des bulles qui tentaient de capturer, même si c'était une infime partie de l'essence de comment on vivait à un certain endroit, à une certaine époque dans nos pays en Afrique, de comment on pensait le monde, de comment on pensait l'art, de comment on pensait la société, des histoires qu'on aimait se raconter, des mythes, des légendes, du savoir-faire qu'on avait aussi à ce moment-là. Ce que je percevais comme une difficulté presque injuste, au vu du manque de documentation qu'on avait, et ça tout artiste ou même auteur qui a tenté cette aventure sera d'accord avec moi, c'est qu'il faut faire un travail de recherche monstre, et même des fois il faut se déplacer physiquement, aller dans certains musées, dans certains pays, parler à certaines personnes, acheter un tel livre qui n'est disponible que localement, dans certains villages même, aller voir tel chef de telle chefferie qui t'explique en quoi cet objet-là était important, qui t'explique la tradition, parce qu'on a une tradition vachement orale aussi. Donc ce tel parcours du combattant pour accéder à une information qui est au final assez floue, parce que tu peux parler à un tel, l'information ne va pas forcément coller, ne va pas forcément être raccord. Donc ce tel obstacle qui me paraissait contraignant à l'époque, me paraît maintenant incroyablement riche, incroyablement fort de sens, et incroyablement pertinent. Parce que tout ce processus-là échappe totalement aux algorithmes, aux IA, qui en vertu de toute leur puissance de calcul et de reconnaissance de motifs, ne peuvent inventer des choses qu'elles n'ont pas dans leur base de données. Ça vraiment c'est super intéressant. L'autre fois, pareil, je parlais avec Smog, donc un autre auteur de Tama, qui est en train d'écrire une histoire fortement inspirée par la situation à l'est du Congo, etc. On parlait comme ça et d'un coup il a eu un flash, il s'est rappelé d'une bande dessinée qu'il lisait au pays quand il était petit, que probablement que lui et certains jeunes Congolais de cette époque-là connaissent et que personne dans le monde, d'autre dans le monde a connu et qui dépeignait l'aventure, une aventure mi-réaliste, mi-fantastique d'un gars. D'ailleurs, je me souviens pas trop de l'histoire, je pense que je vais lui redemander. Mais c'est ce genre d'anecdote-là. Genre, au départ, tu peux te dire, ouais, c'est dommage que, ça soit pas recensé, etc. Mais en vrai, c'est grave enrichissant. Cette richesse, je commençais déjà à m'en rendre compte en faisant justement Tama, mon histoire dans Tama avec mon scénariste du coup Axel Axonote et qui est Axonote, notre histoire qui s'inspire très fortement de l'empire bénin au XIVe siècle, mais pas que, ça s'inspire aussi d'autres ethnies, etc. Et c'est un petit peu un mélange, mais on a les Edo, on a les Yoruba, on a les peuples un peu Grassfield de l'ouest du Cameroun, on a les Dahomey. Bref, on a tout un tas d'ethnies différents et on croise un petit peu les architectures, les objets. Et franchement, c'était un travail pas facile, franchement pas facile du tout, pour essayer d'avoir un univers assez cohérent, mais aussi assez épique, qui donne envie et qui soit, on va dire, très africain dans sa conception et qui fasse écho, on va dire, à l'histoire, même si très très partiellement, de différentes ethnies qui ont vécu à ce moment-là. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a un manque de documentation et aussi un manque d'image en réalité de comment vivaient vraiment certaines personnes, etc. Donc tu dois te faire à d'autres images, notamment aux statues, aux tableaux,
Et là, tu dois réinterpréter ça avec tes connaissances personnelles, avec ce que les anciens t'ont raconté. Et même, donc, pour dessiner le palais, justement pour imaginer, designer le palais de l'empereur Adeoti, je me suis fortement inspiré du palais de Fumban, le palais des sultans Bamoun, etc. Et ce qui m'a énormément aidé pour l'intérieur du palais, pour les portes, pour tout un tas d'objets, pour énormément de choses, c'est que je suis allé plusieurs fois à Fumban, et notamment la dernière fois que j'y suis allé, je pense que j'ai fait des discussions de plus de 4 heures, je pense toute une journée avec des spécialistes de la civilisation Bamoun, de l'histoire des Bamoun, qui à chaque objet, ils te sortent une histoire, ils t'expliquent en quoi il était important, pourquoi ça c'était important, pourquoi ça c'était là. J'ai pu prendre plein de photos, j'ai même pu prendre un livre qui n'est disponible, je pense, qu'à Fumban, qui est dans un certain musée à Fumban, et ça m'a énormément aidé, et ça fait que j'ai pu avoir un palais, en tout cas moi je trouve, vous allez me dire si vous lisez Tama et Raglan, qui sont des pensées, mais un palais qui est extrêmement crédible en réalité, parce qu'il se base sur la réalité, même s'il c'est pas exactement le même palais. Il a aussi d'autres inspirations avec d'autres styles architecturaux, je sais plus. Mais voilà, je pense le truc dont je suis le plus fier avec les chara-design de mes personnages et des costumes, c'est que comme ça, moi et mon scénariste, on a réussi à trouver plein de détails ultra stylés, pertinents et réels à incorporer et à mixer avec tout ce qu'on savait déjà et puis tout aussi notre talent artistique. En fait, on a vraiment mis un point d'honneur à se détacher, vous savez, des images Pinterest sur l'Empire du Mali, Mansa Moussa, etc. Où en fait, ce sont des représentations au final très européennes, une vision très européenne de la royauté, du trône, des armes, des équipements, etc. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'on n'a pas mis de couronne à notre empereur. On lui a mis un espèce de couvre-chef qui rappelle ses origines Edo. Et plus généralement, voilà, on essaie de montrer une vision qui est un peu plus exacte, un petit peu moins influencée par les représentations occidentales, même si on n'y échappe pas. Mais on a fait ce travail pour ramener un peu plus de pourcentage, entre guillemets, d'africanité dans notre production. Et c'est vrai que même si là on a pris des exemples d'histoire précoloniale, ça marche aussi avec les histoires modernes et même très actuelles. Je pense même à des histoires de décolonisation, etc., où il y a beaucoup d'histoires que les peuples se transmettent oralement, que chacun sait, mais qui ne sont pas consignées dans les livres. Et même des petits trucs comme la manière de parler, la manière de s'exprimer, la manière de bouger avec son corps, la manière de positionner ses mains quand on parle, la manière de manger, la manière de boire, les habitudes, enfin tellement de choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir représentées et que l'IA n'a pas dans sa base de données, mais qui pourraient construire des histoires superbes, construire des mondes, des personnages superbes qui pourraient émerveiller le monde et qui seraient véritablement originales, qui sortiraient du canon ambiant que tout le monde a l'habitude de regarder et qui donc auraient une valeur intrinsèque incroyable. Et finalement c'est marrant parce qu'en fait ça se rapproche un petit peu de la démarche artistique qu'a entrepris Miyazaki depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire rapporter énormément de réel. C'était un observateur fou du réel, Miyazaki. C'est pour ça qu'il pouvait dépeindre un village, une ville avec une exactitude incroyable, pas dans le photoréalisme mais dans les mécanismes, de comment fonctionnent ces univers, de comment ces personnages bougent. C'est pour ça qu'il y a ce fameux plan qu'on ressort souvent sur Twitter d'une foule qui bouge chacun de manière spécifique. C'est pour ça que malgré l'univers onirique, fantastique même des fois de ces univers, elles sont vraiment ancrées parce que Miyazaki c'était un observateur du monde extrêmement fin, peut-être l'un des meilleurs en fait de notre ère. Si on ne s'inspire pas forcément tous de son style de dessin, on peut au moins s'inspirer de cette démarche artistique-là, parce qu'elle a énormément d'avenir. Et je pense que quand il disait « ouais, c'est une insulte à la vie elle-même », peut-être qu'il parlait de ça. Et ça, vraiment, ce genre d'anecdote, je pense que c'est vraiment intéressant, et ça donne encore plus de sens à ce qu'on fait en tant qu'artiste, parce que ce qu'on a fait là, l'IA ne peut pas le faire, et c'est à nous maintenant, les artistes, de le mettre en valeur aussi, de montrer le processus aussi, parce que même le grand public peut être susceptible au processus. Il n'y a pas que ceux qui sont des artistes qui s'intéressent à ça. Beaucoup de personnes sont intéressées par savoir le derrière des coulisses, et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra de plus en plus faire. Il faudra trouver le moyen
de mieux le présenter, de mieux le raconter pour que de plus en plus de gens s'y intéressent, tout comme on fait des efforts pour raconter au mieux les histoires pour que de plus en plus de gens les lisent. De la même manière, il faudra qu'on trouve des moyens de montrer tout ce processus humain, personnel et riche qu'on fait pour arriver à ces œuvres-là, pour que de plus en plus de personnes y soient sensibles. Pour moi, ça va être une qualité absolument déterminante, et on le voit déjà bien avec la vague indépendante qui arrive, notamment dans le milieu de l'animation, mais aussi du jeu vidéo, de la bande dessinée, etc., avec des personnes seules qui arrivent à mobiliser un nombre de financements énorme parce qu'ils arrivent à construire de l'amour autour de leurs histoires, de leurs univers, extrêmement bien en racontant le processus de manière authentique et divertissante, et ça plaît beaucoup au public, et c'est la nouvelle vague à prendre à mon avis. Et il faut qu'on prenne ça aussi chez Tama, c'est pour ça qu'on vous fait ces vidéos, c'est pour ça qu'on documente le parcours, c'est pour ça que je vous raconte ce genre d'anecdotes, et c'est pour ça que dans le livre, il y aura aussi plein de ce genre d'anecdotes qui seront dans des pages bonus, notamment dans la version physique, parce que c'est super important. En définitive, si c'était déjà le cas avant, je pense que ça l'est encore plus maintenant que les IA génératives vont devenir de plus en plus fortes à recopier ce qui existe déjà, de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose d'unique et de faire quelque chose qu'en fait le monde en général n'a pas encore vu. Moi, étant donné que je suis un Africain, je parle de l'Afrique, mais ça peut être le cas pour tellement de cultures dans le monde qui regorgent tellement de savoir, qui regorgent tellement de beauté à partager. Je pense notamment maintenant à l'animation chinoise qui est en train d'exploser, d'éclore aux yeux du monde avec le fameux Neza 2. Et ce qui est fascinant avec ça, c'est que les Chinois ont vraiment réussi à développer un style d'animation qui leur est propre et qui puise totalement dans leur vaste culture riche de plus de milliers d'années en Chine. Mais pour les 300 pays qui nous couvrent, il y a quelque chose aussi à faire là-dessus. Il y a quelque chose qui échappe encore à l'IA, donc ça aura encore plus de valeur. Par contre, maintenant, il va falloir le protéger. Je pense que ce sera aussi important que de protéger notre vie privée, aussi important que de protéger nos propriétés intellectuelles, notre marque. Le style de dessin, va vraiment falloir le protéger. Mais ça, on va en parler dans une prochaine vidéo où on parlera aussi de qu'est-ce que c'est vraiment le style de dessin et de toutes les autres questions pressantes que nous pose maintenant l'IA vis-à-vis de notre rapport à l'art. Sur ce, c'était Motive, à plus dans le bus.